Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Édouard Rollinson. Alors Édouard, montpelliérain, né au Luxembourg, est le fondateur de Sport & Green, la pharmacie naturelle du sportif, et ancien sportif de haut niveau tant dans le volley que le beach volley. Nous allons découvrir comment il a réussi à devenir volleyeur professionnel et accéder à l'équipe de France, les succès, les galères, bref, les grandes remises en question qui façonnent la vie d'un homme. Et puis, nous allons parler de son parcours dans le domaine de la santé et du bien-être, avec entre autres son entreprise actuelle Sport & Green. Et puis surtout, comment ces solutions peuvent nous aider. Alors, sois le bienvenu Édouard, comment te sens-tu ? Eh bien, salut Quentin, je me sens en forme ce matin. Je suis ravi évidemment d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir. Ouais, mais moi aussi c'est un plaisir. On a eu il y a quelques semaines sur ce podcast Raphaël, ton associé chez Sport & Green, et justement il m'a fait on va dire, il m'a partagé quelques valeurs que toi tu as qui fait sens avec moi, avec nous, avec Canopy, avec ce qu'on a en tête, et c'était tout naturellement que je suis venu vers toi pour te proposer d'intervenir chez nous. En tout cas, sois le bienvenu. Question, on va dire, de base chez nous. Qui es-tu, Édouard, vu par Édouard ? Alors, très très bonne première question. Alors, Édouard, c'est donc un ancien sportif de haut niveau aujourd'hui. Donc, après 15 années de volleyball, puis de beach volley. Donc évidemment, ma grosse expérience est sportive aujourd'hui, et c'est une expérience sur laquelle je m'appuie. Donc Édouard aujourd'hui a envie de pouvoir combattre toutes les petites problématiques qu'il a rencontrées en tant que sportif et trouver des solutions et les apporter à tous au travers l'entrepreneuriat. Donc je suis entrepreneur aujourd'hui. Et donc j'ai développé Sport & Green dont on parlera tout à l'heure. Je suis quelqu'un évidemment de passionné dans tout ce que je fais. Je suis sportif, tous les sports auxquels je vais toucher, je veux les faire à fond, je veux les décortiquer, même en tant qu'amateur. Donc grand sportif passionné et très engagé dans tout ce que je vais faire. Je suis papa de 2 enfants, de magnifiques filles. Et donc marié aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi évidemment ma priorité aujourd'hui et mes responsabilités de père. Donc voilà, un homme comme plein d'entre nous, papa et entrepreneur. Ok, merci pour ce partage. Édouard, tu parles de passion, tu dis que tu es passionné dans tout ce que tu fais. Comment on découvre une passion ? Comment toi tu sais que c'est ta passion ? Alors c'est, je dirais en découvrant une pratique à travers laquelle on va ressentir un plaisir quasi immédiat. Que ce soit par le partage social si c'est un sport collectif, même un sport individuel d'ailleurs, ce partage qu'on aille courir avec un ami, c'est du plaisir qu'on va partager socialement. Donc la passion ensuite elle est drivée par l'envie de se perfectionner, en tout cas à mon sens. C'est comme ça que moi je développe ma passion. J'ai envie de m'améliorer dans ma pratique quotidienne. Et que ce soit d'ailleurs pour le sport ou l'entrepreneuriat, en fait, au travers de toutes les compétences dont on a besoin, qui sont nécessaires, je suis passionné par développer mes compétences sales, mes compétences market. Je vais lire plein de bouquins. Ça, pour moi être passionné, c'est s'enrichir, se former. Donc, comment on devient passionné ? Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui se développe. Est-ce que c'est inné ? Ma femme, Laurie, me dit que je suis passionné pour tout et que c'est ma nature. Donc voilà, est-ce que c'est naturel d'être passionné ? Mais voilà, j'aurais pas la réponse sur ça. Moi, Ouais, ou peut-être... Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Mais non, mais du coup, je pense que toi, Quentin, t'es aussi passionné dans ce que tu fais et je le vois déjà. Donc, on a des natures comme ça à être facilement impliquées et être à 300% dans ce qu'on fait.
Ouais, il y a la notion d'engagement et c'est vrai qu'on est encore plus engagé parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi une sorte de quête personnelle, hein, qui est de toujours chercher quelque chose qui nous anime et qui nous fait vibrer quelque part. Et mine de rien, alors moi je vais parler un peu pour moi là-dessus, mais c'est vrai que très vite je sais ce que je ne veux pas et ce que je n'aime pas. Donc du coup je vais faire plein de choses et là je me dis ah là il y a un couac et je suis plutôt du genre à voilà, quand ça va vraiment pas, hop, en fait vu que je fais les choses de manière assez intense, bah, tout de suite c'est soit ça match pas et très vite ce qui match pas je le mets de côté pour aller sur autre chose. Et je sais pas si tu as ce mode de fonctionnement aussi Si, évidemment, je sais que bah, quand ça le fait pas, je vais pas m'y attarder. Par contre, quand ça le fait, pour te donner un exemple, et c'est pour ça que je me fais chambrer par Laurie régulièrement, l'exemple que j'ai, c'est moi, je suis passionné donc de ski. ouais, En parallèle du volley que j'ai fait toute ma vie depuis l'âge de 10 ans. Et ouais, je viens du nord de la France, hein, donc je suis né au ouais, Luxembourg, je suis arrivé en France à 6-7 ans, il n'y avait pas de montagne dans le Pas-de-Calais, ouais. Au Touquet, hein, c'est ça? ouais, au Touquet. Donc on était dans les grandes plages bien spacieuses au milieu des dunes, donc c'est magnifique. Ouais, ouais, Mais voilà, moi j'ai toujours été attiré par le ski et la montagne, mais mon père est anglais et passionné aussi de ski. Les Anglais d'ailleurs sont friands des vacances à la montagne. Donc j'y allais ouais, vraiment une fois par an, une fois tous les 2 ans. C'était pas forcément quelque chose de très régulier, mais j'ai accroché de suite et j'ai vite généré de la frustration de pas y aller assez souvent pendant ma carrière de sport parce qu'on n'y est pas forcément autorisé. ouais, Quand on a sa carrière, faut pas se blesser ailleurs que sur le terrain de volley. ouais, c'est Mais vrai. j'y allais quand même, je m'en cache pas, Ouais, jusqu'au point de couper en fait ma carrière après une déception sportive pour ouais, m'installer en montagne. Donc avec ma femme pour ouvrir un salon de thé café. Donc ça c'est le premier élément. Donc je suis passionné de ouais, montagne, donc j'y vais, je vais m'installer, je vais tenter mon aventure là-bas. ok. Au travers d'une première expérience entrepreneuriale qui est d'avoir son propre business, son propre café. Donc je me retrouve Ouais. de taper dans les ballons et des millions de ballons à servir des cafés sur une terrasse. Donc vraiment Aux deux Alpes, aux en deux Alpes, plus. exactement, près de Grenoble. Donc c'était un grand saut et en parallèle d'avoir évidemment mon propre café avec ma femme, bah, j'allais skier. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait rapidement? Je me suis dit il faut que ce soit aussi peut-être mon métier demain. Et donc Mm. j'ai commencé à me former, que ce soit au milieu de la montagne. Donc j'avais un rêve aussi, c'était de faire guide de haute montagne, prof de ski Mm. ou pisteur. Ok. Donc c'était l'un Ouais, des trois, quoi. Il génial. fallait que j'avance, en tout cas que je monte en compétence pour prendre encore plus de plaisir. Donc ce que j'ai fait, évidemment, je suis pas issu de la montagne, donc bah, je vais frapper aux portes des locaux. Donc Ouais, c'est un milieu qui peut être très fermé. Donc il faut se faire accepter. Évidemment, la casquette de l'ancien sportif passait toujours. Donc ils se sont et dit ouais. bon, lui il est sympa, il a son café, il va venir skier avec nous. Et donc je me suis Mm. retrouvé avec les trois locaux qui faisaient toutes les sorties un peu engagées sur les sommets les plus connus autour de la station. Et je me suis retrouvé à faire de Génial. l'alpinisme, du ski alpinisme avec ces gens-là, dans des situations méga risquées, engagées, avec évidemment une notion de sécurité à apprendre. Donc tout ça, je l'ai appris Mm. avec eux en étant derrière leur ski, à skier, à suivre Ouais, leur trajectoire. Donc ça, c'est ma passion aujourd'hui et c'est comment je la vis. Et du coup, je me suis présenté à l'examen de pisteur, donc ok. plusieurs fois que j'ai raté. Hein. À chaque fois, je l'ai raté de rien du tout. À l'examen de slalom pour rentrer dans la formation de moniteur de ski ESF. Donc j'ai Yes. raté à 1 seconde mon slalom, donc qui sont les piquets. Donc D'accord. j'allais m'entraîner sur le slalom donc tous les matins après l'ouverture du café pendant 2 heures sur le stade de slalom où il y avait tous les jeunes en compétition. Donc faut imaginer quand même le nordiste volleyeur qui a pas été sur les skis à aller dans les piquets avec la tenue tu sais de cycliste moulante Ouais.
avec toutes Ok, ouais. les protections et à faire des allers-retours dans tous les sens. Et il me regardait, mais c'est qui ce barjo Ouais. qui avait... Et donc, Mais c'est le sportif de haut niveau, quoi, qui est en toi. exactement. Donc, et du coup, bah, je me suis imprégné évidemment de ce milieu. J'ai fait des copains. Donc là, chaque fois que Mm. j'y retourne, je les rappelle pour faire les quelques sorties qu'on a faites ensemble. Et donc, franchement, voilà, ça, c'est comment je vis les choses à fond. Et donc là, c'est ce que Mm. je suis en train de revivre avec bah, mon projet entrepreneurial. Donc voilà, j'ai pas peur de frapper aux portes, d'aller m'entourer des personnes pour me faire avancer. Hmm. Et mine de rien, tu vois, tu voulais vivre en quelque part d'une passion de la montagne, donc tu avais ton café avec ta conjointe, avec ta femme. Tu as eu si on peut appeler ça des mini-échecs, mine de rien, parce que échouer à une seconde et puis à un cheveu à chaque fois. Comment toi, tu as vécu ça de l'intérieur et comment tu as rebondi ou tu t'es dit bon ben voilà c'est comme ça fait partie de la vie et en fait c'est peut-être pas forcément le chemin que je rêvais mais en tout cas j'ai pu monter en compétence. Comment tu vis toi tout ça? Alors ouais, la notion de l'échec, en effet, c'est quelque chose qui est forcément difficile à évoquer, surtout en France. Euh, L'échec d'ailleurs sur lequel je voulais rebondir quand je suis allé en montagne, c'était l'échec de ne pas me qualifier aux Jeux Olympiques de Rio 2016 Ouais. et la qualif On voit les beach là, au c'est beach ça. volley. Donc en Beach effet. volley, ouais. Donc ça c'est, je dirais, si je dois résumer l'échec de ma carrière sportive, c'est de pas avoir fait les Jeux Olympiques Hmm. euh, à deux reprises, donc que ce soit donc là Rio 2016 et ensuite Tokyo 2020. Ok. Euh, donc, quand j'ai voulu rebondir dans un café en montagne, je pensais d'ailleurs complètement arrêter ma carrière à ce moment-là. Je me lance dans le rachat d'un fonds de commerce sans aucune expérience. D'ailleurs, on n'avait pas fait forcément d'études de marché sur la station. On n'avait pas eu recours à un crédit bancaire. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. Où finalement, aujourd'hui, je te dis, mais qu'est-ce qu'on a pris des risques, en fait. Ouais. Donc ça, c'est avec le recul, je me dis quand même, c'était sacrément culotté. Après, l'expérience en soi était hyper enrichissante. Donc on a fait ça pendant 3 ans, où Ok. finalement, on avait développé une super clientèle à la fin, mais à la sortie, on n'a pas gagné d'argent. On a Hmm. juste récupéré notre mise de départ, donc ce qui était déjà très bien D'accord. au bout de 2 ans et demi d'activité. Hmm. Et concernant en parallèle bah, mon envie de devenir prof de ski et tout ça, bah, j'ai un sentiment d'inachevé. En fait, c'est ce sentiment d'inachevé qui est frustrant quand on subit un échec. C'est qu'on se dit, Hmm. mince, on n'a pas atteint notre objectif, du coup, on a lâché, on a arrêté d'essayer d'atteindre cet objectif. Et ça, c'est une frustration qui est compliquée à gérer. Hmm. Donc aujourd'hui, bah, moi, j'ai été jusqu'à la moitié du cursus britannique à ski, D'accord. donc qui est en fait Ok. un cursus international qui me permet d'enseigner jusqu'à un certain niveau, donc débutant et confirmé, partout dans le Ok. monde, sauf en France, qui est du coup le système d'enseignement de ski le plus réputé et le plus difficile. D'accord. Donc On est comme dans la plongée, les Français aiment bien faire les choses différemment. c'est ça. Après, du coup, Ok. ça permet de mettre en avant leur qualité Hmm. d'enseignement dans ce domaine-là, Ok. qui est très réputé. Hmm. Pour rebondir sur le sujet de l'échec, bah derrière, j'ai eu envie d'y retourner sur le terrain. Ok. Rapidement, je me suis dit quand même, à l'époque, j'avais 28, 29 ans, j'étais encore tout à fait en forme et je le suis encore aujourd'hui. Et je me dis quand même, je peux tenter d'y retourner. Donc au début, j'y allais juste, je suis retourné sur le circuit français pour voir ce que ça donne, sans me mettre trop de d'attente. Je savais pas à quel point j'allais être capable de revenir après 2 ans et demi vraiment sans toucher un seul ballon, pas une Ok. seule fois les pieds dans le sable pendant ces D'accord. 2 années. Alors certes, j'étais tout le temps sorti en montagne, donc ça développe le cardio et ça maintient la forme. Mais donc rapidement, au travers des différentes compètes, j'ai pu avoir l'occasion de retourner parmi les équipes de France en lice pour se préparer pour les Jeux de Tokyo 2020. Hmm. Et Ok. j'ai eu l'occasion de me remettre avec mon partenaire de l'époque pour l'Olympiade de Rio 2016, donc Youssef Krou,
qui est actuellement combat donc pour se qualifier pour Paris 2024. Donc d'ailleurs je le salue et je lui envoie toute la bonne vibes nécessaire pour ce challenge. Ouais, on le salue. Et donc Tokyo 2020, il y a eu tout de suite une super dynamique de départ avec Youssef où on a repris la connexion qu'on avait et les affinités qu'on avait sur le terrain. Donc rapidement, sur les premiers tournois, on a atteint les derniers carrés du niveau international. Donc c'était en Australie. Cool. Ouais. Et donc on est en 2019, début d'année olympique de l'époque. Donc ça se joue sur un an de tournoi. Donc de 2019 à 2020, on a un an de compétition et c'est les meilleurs résultats qui te sortent un classement international et c'est le top 15 qui se qualifie directement au jeu. Et nous, d'accord. Tu fais le tour du monde en fait quand c'est comme ça. T'as plein de compètes partout et. Ouais, t'as vraiment un circuit semblable à celui du tennis. Où on connaît les grands chelems, donc les grands tournois. Donc aujourd'hui, c'est l'équivalent des tournois élites. On va avoir les Open, donc exactement comme au tennis, et ensuite des challengers. Donc c'est vraiment le même circuit, le même mode de fonctionnement. On va se balader partout dans les différents hémisphères en fonction de la météo parce que on joue dehors. Principalement, il y a aujourd'hui des salles indoor de beach volley, mais c'est rare. Et donc, c'est vraiment la vie de vadrouille en vadrouille pendant 6-7 mois dans l'année. Donc, c'est quand même très riche d'expériences. On découvre les quatre coins du monde, des endroits magnifiques, des plages magnifiques. Donc, culturellement aussi, on en prend plein la gueule, hein, clairement. Et donc, forcément, une super expérience. Mais on est quand même très focus sur la performance et la compète. Donc Tokyo 2020, en fait, sur ce premier tournoi, en demi-finale, Youssef Krou va se blesser, s'arracher l'épaule en fait dans une frappe où toute son épaule arrache les ligaments derrière au moment de frapper. Et ça a été un moment d'ailleurs hyper difficile parce qu'il hurle. On a donc le kiné de l'équipe adverse, donc les Chiliens qui étaient des bons amis à nous, qui étaient spécialistes de l'épaule, qui est arrivé sur le terrain dans la foulée. Ça, c'était assez impressionnant. Il lui a remis l'épaule. Donc, tu avais tout le public australien qui était complètement silencieux et on entend Youssef hurler au moment où il lui remet cette épaule en place. Enfin, c'était assez dur. Et moi, tout de suite, à ce moment-là, tu comprends que la saison, elle est foutue, clairement. Et que l'objectif olympique, il s'envole. Ouais. Et même si on n'a pas envie d'y croire, hein, on se dit qu'on va pouvoir se relancer, il va revenir plus fort, etc. Mais ça a pris 1 an et demi. Donc 1 an et demi de blessures, 1 an et demi, moi, en parallèle, à tenter de me réassocier avec un jeune pour rester dans le rythme olympique, mais ça n'était plus le même objectif. Et il y a eu le Covid. Donc le Covid par-dessus tout ça qui te met un coup notamment sur les finances parce que nous on vivait sur les tournois, c'est-à-dire que c'est les prize money qui nous finançaient à l'année en plus de ce que la Fédé nous donnait qui permettait de vivre tout juste mais qui ne permettait pas moi en tant que papa d'assumer une vie de famille. Ouais. C'est quoi la Fédé? C'est une sorte de SMIC, de petit SMIC, c'est quelque chose similaire? C'est 12 000 euros annuels sous forme d'auto-entrepreneur. Et donc ça, je le dis en toute transparence pour expliquer qu'on est dans des situations très précaires et toujours à la limite de l'autoriser. Donc en gros 9 000 euros par an pour pouvoir vivre et se loger, hein. Attention, hein, moi j'avais pas le logement là-dedans, donc c'est complètement pas possible. Il fallait aller chercher en fait les 30-40 000 dollars en plus sur les prize money durant l'année. Et heureusement la Fédé payait 50% à peu près des déplacements. Sans ça, c'était juste impossible. Donc en fait, si je prends ma vision d'entrepreneur, c'était pas rentable du tout, même si on gagnait il fallait vraiment être dans le top 10 mondial pour commencer à être rentable et à vivre correctement.
Ça marche. Comment toi tu rebondis derrière tout ça déjà peut-être comment tu vis cette histoire. Tu dis bon bah ok, ce sera pas après les JO, mais il y a autre chose. Comment toi tu te construis à ce moment-là ou te reconstruis? Ça a été hyper difficile déjà de prendre cette décision-là, Ouais. d'arrêter. Donc au moment où en plus Youssef revenait tout doucement, on venait de faire champion de France à son retour en 2020. Donc c'était D'accord. hyper encourageant. Mais j'étais en galère financière. Hmm. En fait, on venait d'être champion de France, mais je faisais pas vivre ma famille. J'étais retourné d'ailleurs au plus bas, c'est-à-dire que on était à Toulouse au Pôle France. Ouais. J'étais retourné dans les chambres individuelles d'étudiants à l'époque où je suis arrivé d'ailleurs au Pôle France de Montpellier à 15-16 ans. On est dans les petites Ok. chambrettes où tu écartes les bras, tu touches les deux murs. T'as ta petite Ouais. chambre avec ton lit individuel et ça toute la semaine sans voir ma famille. En payant moi-même cette chambre-là 200 donc de 250 balles plus le self. Ouais. Euh, et ma famille qui était chez les beaux-parents parce qu'on pouvait pas se permettre d'avoir notre propre logement. Donc quand on Mhm. arrive là, bah, en fait, c'est la raison qui fait prendre ta décision. Et ça, je sais que Ouais. ça a été difficile même de l'expliquer avec l'équipe. Moi, j'étais prêt à continuer parce que je me sentais très bien, on était performants et donc j'aurais voulu continuer sur Montpellier dans d'autres conditions, limite en travaillant à côté. Je Mhm. me suis battu pour obtenir du financement, même par des conventions d'insertion professionnelle qui sont mis en avant pour les sportifs de haut niveau dans des structures comme la SNCF, les douanes, Et ouais. la La RATP. Poste. Ouais, Ouais. la RATP, on connaît tous ces sports, les Ouais. judokas, le ski, qui font partie de ces Ouais, les structures-là. marathoniens aussi. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et eux, en fait, ils ont un super avantage, c'est qu'ils donc, sont salariés de ces grosses entreprises publiques. Donc, on leur 2000 euros par mois. Et en fait, 250 jours par an sont consacrés à leur performance sportive, à leur préparation sportive. Et en plus de Ouais. ça, ils ont la sécurité, si jamais ils souhaitent se reconvertir, d'avoir tout de suite leur poste qui les attend au chaud. Donc, une libération aussi mentale, une charge Mhm. mentale en moins Ouais. parce que nous, on avait le couteau entre les dents, parce qu'on savait que si on perdait ce match de qualif, derrière, il n'y a rien qui était financé, et du coup, derrière, ben, financièrement, c'était encore plus difficile. Donc, en Mhm. fait, tout ce Ouais. contexte-là fait que bah, j'ai fait non, en fait. Je vais me mettre au travail, je vais aller créer mon propre boulot. Mhm. Donc, c'est à ce moment-là où, du jour au lendemain, en fait, t'as pas de chômage parce que tu étais auto-entrepreneur. Ouais. Euh, Tu regardes dans les yeux bah, tes filles et ta femme et tu leur dis bah, je vais trouver du taf, je vais secouer mon réseau, ce que j'ai fait sur LinkedIn. Donc, Mhm. première chose, j'ai appelé tous les copains qui avaient une boîte ou qui étaient dans des boîtes pour leur dire voilà mon CV, est-ce que je peux passer des entretiens? Je me suis rendu compte que je prenais plein de portes parce que j'avais Mhm. pas l'expérience. J'avais un diplôme de master en école de commerce que j'ai eu en 2010, donc 10 ans auparavant. Donc Ouais. AMBS, hein, c'est ça, Montpellier Business School. ouais, exactement. Ok. Donc quand même qui est très réputé pour son master. Malgré tout, j'avais pas l'expérience, j'avais pas les 1 an, 2 ans dans une entreprise, dans du développement commercial ou marketing. Donc C'est dingue, hein, je me permets de te couper parce que ce que tu as vécu en tant qu'auto-entrepreneur sportif de haut niveau, ah, ça vaut des années et des années d'une personne qui va passer 3 ans dans une entreprise. Ça vaut bien plus, quelque part. Ouais. et je suis d'accord avec toi, et c'est difficile de le valoriser. J'ai essayé hein, d'expliquer ce que ça avait développé au moins en soft skills, mais même en hard C'est clair. skills, en termes de planification à l'année pour atteindre un objectif. Même gérer sa propre barque entre guillemets, parce qu'on est maître de son projet, surtout encore Mm. plus dans des sports comme le beach volley où tu dois te bouger pour aller chercher du financement, organiser tes déplacements. T'es pas entouré d'une équipe avec un staff de 10 personnes.
Ouais. C'est pour ça que, bah, évidemment, tout ça, j'aurais pu, j'ai essayé de le valoriser. Hmm. Mais les personnes ne l'entendaient pas aussi bien qu'on peut l'imaginer. Même s'il y a de plus en plus de structures d'accompagnement pour la reconversion des sportifs qui Ouais. essayent de se battre pour ça, mais aux yeux des entreprises, sincèrement, c'est pas encore perçu de cette manière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis reformé. En fait, du coup, à ce moment-là, il y avait des formations innovantes comme Iconoclass, Ouais. donc une formation BizDev, donc de business development. Hmm. Donc c'est tout ce qui est autour des métiers sales, donc des métiers de commerciaux, Ouais. je dirais 2.0, donc qui s'appuie sur toutes les dernières techniques digitales et les outils à disposition. Donc c'est 4 mois d'entraînement intensif Ok. sur tout le cycle de vente qu'on va Hmm. découvrir, donc de la partie prospection jusqu'à la phase de closing d'un deal et ensuite bah, le suivi d'un client. Euh, donc moi, ça m'a énormément apporté. J'ai rencontré des coachs franchement extraordinaires. Je pense à Julien Bouygues qui a 15 ans au poste de directeur commercial chez Pepsi. Ok. Donc des personnes incroyables qui me suivent encore aujourd'hui d'ailleurs, que ce soit pour mon projet entrepreneurial sur toute la partie prospection. Ouais. Donc je sors de là et la promesse de cette formation, c'est à la fin, tu as un CDI. Donc Hmm. tu obtiens ton CDI à la sortie. Moi, je me dis quand même, c'est incroyable, tout le monde doit faire cette formation-là, quoi. Ouais. Et en fait, bah, j'étais bluffé à quel point, à la sortie des 4 mois, tu es sollicité par tout leur écosystème de start-up qui sont Bah, c'est hyper cool. demandeurs de ces profils de BizDev, qui est donc le métier sales, c'est un des métiers où il y a le plus de pénurie et de turnover surtout dans les boîtes. Ok. Donc d'où la demande et donc j'avais une quinzaine de boîtes qui me sollicitaient pour intégrer dans un CDI. Donc moi j'étais Hmm. quand même méga excité et donc j'ai rejoint à ce moment-là Cubine, donc une startup qui propose de la logistique externalisée pour les e-commerçants et j'ai eu donc Ok. ma première expérience en CDI en tant que bizdev donc pendant près de 7 mois et c'était déjà une première super expérience et du coup bah, j'avais resécurisé un peu mon équilibre Ouais. familial et financier. C'est un Euh, peu la pyramide de Maslow où c'est bon, tu as soulevé le premier niveau voilà, pour pouvoir manger, c'est ça. euh, être en sécurité pour dormir, auprès de ta famille également, pour que vous ayez le minimum nécessaire. Exactement. Et en plus, donc au moment où j'avais décidé d'arrêter, donc on était en décembre 2020, 2019 pardon, et 2020 parce qu'il y a eu le décalage des jeux. À chaque fois, c'était en Ouais, 2021, donc c'était 2020. Et je c'est vrai. m'étais dit dans 6 mois, il faut que j'ai mon CDI. C'est-à-dire qu'en Hmm. juillet 2021, donc l'année des jeux, je serai dans une boîte à avoir mon salaire. Et c'était le cas. Et donc ça, c'était super gratifiant pour moi. J'étais trop content. Et donc, il faut savoir qu'en parallèle, j'avais déjà lancé Sport and Green. J'avais créé la boîte. Ok. Elle avait déjà été lancée et je pouvais pas du coup me permettre d'en vivre. Hein. J'en vivais Hmm. pas à ce moment-là. Et donc j'ai enchaîné derrière sur une autre boîte qui me rapprochait du sport santé, donc Kinvent. Ok. Donc chez qui j'ai eu une belle expérience donc sur Montpellier. Donc le siège est à Montpellier et donc Kinvent propose des capteurs connectés qui permettent aux kinés et préparateurs physiques de suivre leurs patients ou leurs athlètes Ok. donc le long de tout le parcours de rééducation ou de prévention. Est-ce que c'est là que tu as rencontré Kevin Caillot? Exactement. C'est Ok. chez Kinvent que j'ai Top. rencontré Kevin Caillot qui nous aide aujourd'hui chez Sport and Green, donc avec toute son expertise. Donc il est docteur en sciences de la santé et du sport. Il a un background en nutrition incroyable et donc il C'est clair. va aujourd'hui nous aider et je suis ravi.
Ouais, et qu'on va recevoir sur ce podcast dans les prochaines semaines. Donc top, on aura presque toute l'équipe de Sport and Green bientôt. Bon, top. Du coup, toi, donc ok, t'as Sport and Green d'un côté, tu as ton CDI de l'autre, tu t'es sécurisé personnellement et ta famille. Euh, euh, c'est quoi la suite? Comment tu es arrivé là où tu es là aujourd'hui? Alors, donc, en CDI et au sein d'une startup, bah, moi, j'ai pu découvrir déjà comment ça se passait, les enjeux d'une croissance rapide avec Hmm. toutes les histoires de levée de fonds, tout ce que ça développe derrière, structurer une équipe, ouvrir des marchés. Donc ça, c'est ce que Ouais. j'ai vécu chez les deux startups d'ailleurs, Cubin qui ouvrait le marché européen et Kinvent qui structurait ses équipes commerciales et aussi donc développait de nouveaux marchés à l'international. Donc ça, moi, j'ai énormément appris. Ça m'a permis vraiment de comprendre comment se gérer et comment changer de vie, parce qu'il faut savoir quand même que ça fait à peine un an que j'ai arrêté ma carrière sportive à ce moment-là, Ouais. et qu'on a une frustration, et je l'ai encore aujourd'hui, hein, Hmm. de plus faire de sport comme on le faisait avant. Donc ton corps Ouais. change, ça faut l'accepter. Parce que ça génère quand même énormément de dopamine et dont après bah, j'ai 34 ans, pendant 25 ans, clairement, j'ai fait que ça. Ouais. Donc on peut pas du jour au lendemain passer de 2 entraînements par jour à 2 entraînements par semaine. Franchement, Hmm. c'est quand même très très difficile à gérer. Et Ouais. peut-être qu'on pourra en parler, hein, parce que il y a beaucoup de sportifs qui subissent des dépressions par ce manque d'activité physique et aussi par bah, toute la partie, je dirais, populaire, Bien sûr. Ouais. reconnaissance Ouais. que l'on a quand on est sportif de haut niveau et que Là, tu vois, j'écoutais un truc sur Michael Phelps. Donc Michael Phelps qui a été multiple champion olympique de natation et il parlait justement de sa dépression et de ses envies suicidaires en fait post-carrière de sportif de haut niveau. Et puis après, il a réussi à rebondir, mais parce que c'était intense, parce que c'était de l'entraînement, c'était des petits carreaux qui comptaient tous les jours, des milliers de fois. Du jour au lendemain, en fait, t'as plus rien. Et là, je suis en train de lire la biographie de Maria Sharapova, donc à côté tennis, et que je recommande parce qu'elle a un parcours de vie assez exceptionnel quand tu penses de ces 5 ans là dans la Russie à ce qu'elle est devenue. Et en fait, elle parle de deux carrières. C'est en gros, c'est de deux vies. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a terminé sa carrière de tenniswoman, c'est comme si en fait il y avait une vie qui s'effondrait, qui se terminait. Puis après, pour renaître, c'est pas toujours évident. Il faut se faire accompagner pour beaucoup en tout cas. complètement, je recommande hein, de se faire accompagner. Moi, j'ai d'ailleurs fait appel à du développement personnel, Ouais. du coaching psychologique pour préparer mon après. Ouais. J'ai fait plusieurs séances pour définir mes objectifs, définir mes priorités. D'ailleurs, c'est noté sur mon tableau derrière dans mon bureau et je Ouais. l'ai toujours en tête. Et c'est pas facile de le construire. Donc, moi, j'ai appelé beaucoup de collègues qui se sont reconvertis et brillamment reconvertis. Je pense à Ouais. Benjamin Lang, avec qui on a été diplômés tous les deux, d'ailleurs, à Montpellier Business School, donc de la même promo. Et donc, c'est un sportif de haut niveau qui a fait les Jeux de Rio en aviron et qui D'accord. aujourd'hui a une reconversion mais juste incroyable dans le milieu de l'entreprise. Ok. D'ailleurs, prochain invité aussi potentiel, Benjamin Lang. Ok. Donc, il a été enfin country manager de Molly, D'accord. qui est une solution de paiement en e-commerce. Et ensuite, aujourd'hui, donc, il a rejoint Shopify, donc le mastodonte Ok. Shopify, Ouais. en tant que Head of Benelux. Et Hmm. donc gros parcours. Et quand d'ailleurs pour la petite histoire, j'ai sollicité mon réseau, je l'ai appelé lui pour lui demander, écoute Benjamin, bah, j'ai pas fait les jeux.
Et là, je dois trouver un taf. Je suis méga frustré. J'ai l'impression que j'ai un goût d'inachevé de ma carrière. Je le vis pas bien. Toi, comment t'as vécu ton arrêt? Il m'a dit, écoute, franchement, Eddy, moi aussi, j'ai subi une dépression parce que j'avais pas été médaillé aux Jeux. J'ai participé aux Jeux, c'était génial. Mais en tant que sportif et compétiteur, tu as toujours ce goût d'inachevé parce que tu en veux plus. Donc, moi, j'ai pas été médaillé à Rio 2016 et donc j'aurai jamais de médaille autour du cou. Et c'est ma grande déception. J'ai appelé des grands sportifs comme tu l'as fait et j'ai appelé un champion olympique, pareil, et je lui ai posé la question, comment tu as vécu ton après-carrière? Et il dit, c'est frustrant parce que j'ai pas été champion olympique une deuxième fois. Et donc, en fait, tu as toujours cette volonté de toujours plus. Donc, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et du coup, je me dis, on va peut-être regarder ce qui a été positif dans ta carrière. Donc, en effet, quand tu regardes entre les lignes, tu as plus de 50 sélections en équipe de France de volley en salle. Donc, des médailles aux championnats d'Europe, des participations aux championnats du monde, plus de 400 participations en beach volley. Donc, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas envie de regarder parce que ça s'est pas conclu comme on le souhaitait. Ouais. Ça me fait penser à un livre qu'on m'a recommandé, que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Infinite Game, de Simon Sinek, qui dit qu'en gros, la finalité, c'est que ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont compris qu'on ne peut pas gagner. En gros, parce que si là, tu viens de l'expliquer, il y a le fait d'être frustré de ne pas être aux Jeux Olympiques, mais il y a aussi le fait d'être frustré de ne pas avoir une médaille, et puis il y a le fait d'être frustré de ne pas être champion 2 fois. Et en fait, c'est un jeu infini. Et que si tu ne comprends pas en fait le fait que c'est bien d'être dans le moment présent, de vivre les choses, d'être heureux avec les gens qui t'entourent, en fait tu seras toujours à la quête de quelque chose que tu n'auras potentiellement pas, et ça peut être très dur. Exactement. En fait, peut-être bouquin à lire. D'ailleurs, Simon Sinek, grosse inspiration pour toutes ses interventions. Moi, j'aime bien son intervention sur comment tu vas expliquer ton pourquoi. Le Big Why. Ouais, the Big Why. Et moi, je m'en sers quand j'en parle d'ailleurs de Sport and Green, clairement. C'est avant tout pourquoi tu en es arrivé à vouloir créer ton concept. C'est quoi ta mission? C'est quoi qui va te faire lever le matin et qui va te faire tenir dans le temps? Parce que si ta mission, elle est pas, ton pourquoi est pas assez profond, jamais tu vas tenir avec la difficulté que tu sais que tu vas rencontrer en tant qu'entrepreneur. Ouais, et ça c'est nous en tant qu'entrepreneurs avec ce Big Why qui va embarquer aussi des gens qui nous ressemblent, mais tu as aussi des personnes qui sont pas forcément entrepreneurs, mais qui peuvent aussi avoir un Big Why pour parce qu'ils adorent un tel ou tel sport, qu'ils adorent tel ou tel, je sais pas, voyager, et je pense que c'est important de se poser. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Big Why dans l'entrepreneuriat, mais pas que. Même au niveau de sa famille, c'est pourquoi en fait j'ai une famille, pourquoi je fais tout ça, pourquoi avec mes filles, avec mes enfants, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Et des fois, on fait des choses de manière complètement automatique, et on se dit, mais mince, en fait, je l'avais peut-être pas forcément voulu comme ça. Et pourtant, je me suis pas posé la bonne question quelque part. Et le Big Why, c'est la première, je pense, en tout cas une des premières à se poser. Exactement. Donc, pour rebondir sur aujourd'hui où j'en suis, donc en fait, ça a été très difficile de mener de front le salariat et le développement de son propre projet en parallèle. Donc ça, c'est quelque chose, quand on consacre pas 100% de son temps, évidemment, ça avance plus lentement. Ça demande beaucoup d'organisation, que ce soit entre sa journée dans l'entreprise, son implication dans sa vie privée et sa vie de famille, et quand tu le peux, les 2 heures en plus, soit tôt le matin, soit tard le soir ou le week-end, pour faire avancer donc ton propre projet. Donc récemment, j'ai quitté Kinvent au mois d'octobre pour vraiment pouvoir avancer
et faire développer Sport Green comme je l'entends. Et parce que Sport Green a été créé en 2020, Yes. justement sur cette fin de carrière. Et pendant 2 ans, bah, voilà, ça a été développé à son rythme avec quand même un premier lancement de produit, mais pas assez vite. Pas assez vite à mon goût. Mhm. Yes. Surtout quand on est un compétiteur, on a envie d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Mais après, il y a les moyens aussi. Donc, step by step, il faut trouver cet équilibre. Et c'est d'ailleurs cet équilibre qui est un sujet que tu aimes bien. Comment tu le trouves, toi, aujourd'hui, voilà, à travers Sport Green, à travers ta vie familiale, ta vie avec tes potes, avant qu'on parte sur Sport Green, ce que tu fais vraiment, mais comment tu trouves cet équilibre qui est vraiment pas forcément évident à trouver, quoi. La question de l'équilibre, quel que soit le moment dans sa vie, est un gros sujet auquel c'est difficile d'avoir une réponse parfaite, tellement elle est unique et propre à chacun. Moi, c'était aussi une question que je me posais beaucoup pendant mes années de sport. Mm. Euh, Tout de suite, en fait, en lançant ma carrière sportive, bah, j'ai voulu continuer mes études, et évidemment, ce sont mes parents qui m'ont poussé à pas lâcher les études. Et ça, c'est le premier double projet que j'ai eu, qui me Ouais. permettait de maintenir un premier équilibre, c'est-à-dire bah, lancer sa carrière sportive, donc signer son premier contrat pro dans un club, donc c'était le cas là, donc à l'Arago de 7, à l'âge de Ouais. 18-19 ans, et rester focus sur un double projet, donc qui était là le master en école de commerce. Et ça, c'était une première notion d'équilibre que j'avais, qui était très saine, qui me permettait, bah, quand ça se passait pas bien sportivement, bah, d'aller me pencher sur mes études, et en fait me vider la tête de cette pression qu'on peut subir dans le sport. Donc ça, c'est les premières, je dirais, manières dont j'ai commencé à installer ça, et je l'ai gardé ensuite et je l'ai développé. Donc parce que dans la carrière sportive, en fait, on peut vite avoir tendance à être très extrême dans sa pratique, parce qu'on est focus performance, et qu'il y a que bah, la gagne qui nous drive. Or, Mm. la gagne, et pour pouvoir être libéré, bah, c'est comment tu te permets des choses sur les à côté, pour pouvoir être bien sur le terrain. Et donc, moi, à un moment donné, bah, j'étais trop acharné sur mon alimentation, trop acharné sur mes méthodes de récupération, toute cette rigueur, en fait, qui peut être, comme je te l'ai dit, donc vraiment engagée. Et comme je te l'ai dit, je suis Très passionné, bien. donc je fais les choses à 3000%. Bah, ça a un effet néfaste, mine de rien, à la fin, parce que tu estimes que tu as tout fait, donc derrière, il y a un résultat, tu attends du résultat direct. Et ça marche pas comme ça. Et ça marche quand on est vraiment bien dans son corps et bien dans sa tête. Et pour ça, il faut savoir aussi lâcher du lest. Et Mm. moi, du coup, j'ai appris à lâcher du lest en allant bah, passer du temps avec les copains, boire des coups, aller au resto, me faire plaisir au ski. Donc en Mm. l'occurrence, dont j'avais pas le droit. Voilà, et donc en lâchant ce lest, c'est là où je commençais à me sentir bien dans mon corps et dans ma tête surtout, parce qu'à la fin, c'est dans la tête que ça se passe. Et c'est là où j'ai commencé à performer. Donc, Ok. jusqu'à atteindre vraiment, je dirais, le stade optimal, quand j'ai eu ma première fille, donc Eden. Et ça, c'est un vrai switch aussi mental quand on devient papa, où bah, tout de suite, on a une prise de recul qui est juste instantanée, et Mm. qui permet de retrouver un autre équilibre, une autre maturité, un niveau de maturité, pour justement, en tant que sportif, arriver à être complètement dans le présent et complètement serein, on gagne en sérénité dans sa performance, et donc on est à fond dans le présent, et c'est cette notion d'équilibre qui est difficile à toujours maintenir, parce que rapidement j'ai été rattrapé par les enjeux économiques, et du coup j'ai Mm. perdu mon équilibre parce que j'étais sous pression par rapport à ce manque d'argent,
qui était constamment, en gros, l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête si je perdais mes matchs. Et du coup, j'ai perdu mon équilibre à cause de ça, parce que financièrement, j'avais pas cette sécurité de me dire, bon, bah, je peux manger, je peux boire et je peux faire vivre ma famille, ce qui aurait été l'équilibre à ce moment-là pour continuer. Ok, ouais. Et là, aujourd'hui, ton équilibre, là, comment tu le trouves? T'as des moments spécifiques pour toi où tu vas, par exemple, jouer, je pense, avec Kevin Mayer de temps en temps au basket. Des fois, tu as la Factory Club voilà, où tu travailles de temps en temps et puis tu es accompagné aussi par The Factory Club. Peut-être qu'on en parlera de ce qu'ils font. Ta vie familiale, tes potes, comment tu fais, toi, aujourd'hui? Alors, faut être chef d'orchestre. Ouais. Franchement, aujourd'hui, je jongle encore et je cherche encore à structurer mon organisation. Évidemment que j'ai un agenda Google qui commence à être extrêmement chargé. Ouais. Donc, aujourd'hui, sur toutes les actions que je mène, j'essaie de faire avancer les pions les uns après les autres, de jamais faire 36 000 choses à la fois. Donc, quand je suis focus sur une tâche, je reste sur cette tâche et je fais pas une autre tâche en même temps. Donc ça, c'est une première chose. Donc, j'éteins mon téléphone et ça, je me fais taper dessus, enfin, entre guillemets, par ma femme. Par qui? Par ta femme? Quand je suis avec les enfants et quand on est à table, et ben, c'est le moment de la famille et on le privilégie. Ça, c'est hyper important. Et du coup, bah, chaque chose que je vais faire, je suis focus. Aujourd'hui, pour avoir l'équilibre que je cherche, justement, même financier, pour revenir sur mon lancement depuis que j'ai quitté Kinvent, bah, en effet, j'ai trouvé un compromis avec le Factory Club qui, aujourd'hui, accompagne les entrepreneurs sur la structuration de projets, sur la partie financement et sur le côté mentoring en appartenant à une communauté de pairs, entrepreneurs et investisseurs. Donc, grâce à eux, je vais pouvoir monter en compétences dans le développement entrepreneurial. Parce qu'eux, ils ont donc un parcours entrepreneurial de 70 étapes qui est donc un parcours balisé au travers d'une plateforme digitale. Ça, c'est une première manière sur laquelle je peux m'appuyer et je suis accompagné. Et dans un deuxième temps, il y a cette partie financement avec un réseau d'investisseurs de sportifs que moi, je développe en tant qu'ambassadeur. Donc, je les aide à développer la communauté de sportifs investisseurs qui investissent auprès de Business Angel dans des startups de tout secteur d'activité. Et donc, moi, ça me permet évidemment d'étoffer mon réseau, de rencontrer les startups, de discuter avec des entrepreneurs qui sont en levée de fonds, avec tous les enjeux que ça comprend. Donc, je découvre et je m'acculture au langage de tout ce monde de start-up qui peut être complètement qui peut faire peur en fait parce qu'il y a énormément de franglais et quand on connaît pas ce milieu-là, quand on vient du sport, très honnêtement c'est du chinois, on a peur de dire je vais investir dans une start-up, je vais m'impliquer, je vais créer ma boîte, en fait c'est tellement loin tout ça. Donc le Factory Club aujourd'hui clairement me permet d'avoir cet équilibre de j'y vais progressivement, je monte en compétences tout en développant Sport and Green. Et à côté, j'ai toujours cette notion d'activité physique qui fait partie de mon quotidien, de mon hygiène de vie que je ne peux pas déroger. Donc j'essaie de me trouver les créneaux réguliers de petites séances de sport, de yoga que je pratique énormément beaucoup. Je me suis mis au padel, tennis, qui est un sport en pleine expansion où il y a énormément de sportifs, des volleyeurs, des handballeurs, des footballeurs qui s'y mettent. C'est pas un sport qui a été créé à Montpellier d'ailleurs Alors en France, c'est une bonne question. Je sais pas quel club est à l'origine du paddle. Alors évidemment, c'est originaire de l'Espagne, qui est vraiment la mecque du paddle tennis. Il y a plus de 15 000 cours en Espagne contre 1500 en France pour l'instant. D'accord, ok. Donc c'est un sport qui est addictif.
Bon, moi, tout de suite, j'ai été addict. Ouais, ballon, rebond, c'est bon, quoi. Donc là, je suis ravi. Et là, ça fait un moment que j'ai pas fait de partie. Donc j'aimerais bien m'y remettre un peu plus. Et j'ai fait des compétitions. Je joue avec des collègues sportifs qui sont dans le top 100, comme Johan Jomel d'ailleurs, qui vient de se reconvertir et qui passe ses diplômes de prof de padel. Donc voilà, c'est un équilibre en plus qui me permet d'être bien dans ma tête. Et évidemment, là, on approche de l'hiver, donc je prépare, j'ai farté mes skis et affûté mes cas parce que j'ai vu qu'il y avait quelques premières chutes de neige. Donc, on y va là pour les vacances de Noël. Et ça, voilà, c'est des moments en famille, des moments de sport, de partage qui me permet d'être serein et d'avancer au quotidien. Ouais, ça marche. On voit l'équilibre, sport d'un côté, sport relaxation aussi avec le yoga, l'aspect familial, relationnel qui est importante, la partie professionnelle, là aussi relationnelle. Et puis après, c'est un cercle vertueux qui vont enclencher un sommeil un peu plus de qualité. L'alimentation, t'es en plein dedans avec Sport and Green et on va y arriver. Peut-être juste un peu plus d'informations sur ta journée type. Tu te lèves vers quelle heure jusqu'à ton coucher? Comment c'est organisé tout ça? Alors déjà une semaine type déjà, c'est que bon, du lundi au vendredi je suis full sur le côté professionnel évidemment. Ouais. Je répartis mon temps donc entre Sport and Green et le Factory Club, plus ou moins 50% l'un et l'autre. Concernant donc la journée type, donc c'est réveil 6h30 aujourd'hui. Pour ensuite préparer donc les filles avec Laurie et prendre un bon petit déj où tous les matins on se prend un petit déj salé avec toast, avocat, bacon et œufs. Donc ça c'est un truc qu'on fait régulièrement tous les matins avec un bon café. Ce qui change de la française avec du sucre, des baguettes blanches, etc. Ouais, non, pas du tout ce style très sucré et qui est pas forcément recommandé. Complètement vrai. Donc toujours avec un bon café. Je suis quand même très café. Alors je sais qu'il faut pas en abuser, mais ma femme c'est plutôt thé. Et ensuite, c'est du coup préparation des filles pour les emmener à l'école, donc qui démarre à 8h30 pour être opérationnel entre 9h et 9h30. Donc soit en télétravail de chez moi, soit dans un open space ou dans les bureaux du Factory. Donc ça dépend. J'essaie de, pareil, trouver mon équilibre entre le télétravail et être au milieu d'une équipe et avec d'autres personnes pour retrouver la dynamique de groupe. Parce qu'il y a des temps où on est plus focus de chez soi, on va avoir un travail beaucoup plus, je dirais, de qualité sur un temps de 1 heure. Donc je travaille par temps de 1 heure en général, par bloc, ou du coup de 9h30 à 14h, 13-14h, c'est là où je suis le plus productif. Donc le matin, c'est là où je fais mes tâches les plus importantes, où je sais que je vais être super concentré, super réactif. Donc passer du call, suivre les dossiers, c'est là où je fais le plus avancer à chaque fois ma productivité. C'est là où je suis le plus productif. À partir de 14-15 heures, clairement, c'est là où je suis le moins à fond, mais je vais donc installer des réunions. Donc c'est là où je vais écouter beaucoup les personnes si c'est pour développer le réseau du Factory Club jusqu'à 18h en général, avec un suivi email qui est fait dans l'après-midi et jamais le matin. D'ailleurs, ça c'est un truc que je fais et que je recommanderais, c'est éviter de se traiter les mails première chose dans la journée, parce qu'après on y reste 2 heures et en fait c'est infini et on est contre-productif. Donc traiter ça en dernier recours de la journée, après les tâches les plus importantes et les plus énergivores qui sont de faire du call et faire des réunions. Voilà, ça c'est comment j'organise ma journée. Et le soir, donc à 18h, 18h30, je rentre à la maison. Et un aspect, oui, que j'ai pas mis en avant, c'est je me déplace en vélo la plupart du temps.
Par exemple, pour aller au Factory Club, le matin, donc à 8h30, j'ai 45 minutes de vélo pour me rendre au D'accord. bureau. Et le soir, Ok. pareil. Donc, ça me fait mon sport, en fait. C'est vraiment sport and green, hein. Ah là, complètement. Et si j'ai pas cette dose de sport, je le dis, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et ça se répercute sur mon humeur, Bien sûr. sur mon travail. Donc, j'ai besoin régulièrement, et je suis rattrapé de toute façon quand j'ai pas fait de sport pendant maximum une semaine. C'est vraiment Ouais. le max que je peux m'autoriser. Euh, je me fais une séance où je vais transpirer, où je vais courir, donc parce que c'est le plus facile d'accès, mettre ses Ouais. chaussures, ses baskets et aller se faire 30 minutes de footing, ou alors tout simplement une séance un peu type HIIT cardio, avec Mm. de la corde à sauter et des ateliers d'abdos, de pompes, de traction, de gainage pour garder le tonus, se sentir bien dans son corps, et soulager, bon, moi perso, mes petits problèmes de dos par exemple. Ouais. Euh, donc, parce qu'il faut rester en mouvement. L'une des clés d'ailleurs pour soulager les problèmes de dos, c'est le mouvement. Et ouais. Euh, Et c'est pas l'inactivité, justement, ouais. que certains peuvent. D'ailleurs, un kiné que j'aime bien suivre, qui est très actif sur les réseaux, c'est Ouais. Major Mouvement. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, ouais, Major Mouvement qui est. Ouais, je le suis également depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, il a un bouquin intéressant que j'avais acheté, un bouquin jaune là. Ah Et, yes, ben ouais, exactement, jaune et bleu. Et je l'aime moi aussi. donc voilà un peu comment est organisé mon quotidien. Et puis, du coup, la fin de semaine, le vendredi, c'est quand même le moment où on peut décompresser. Le samedi, pareil. Alors, j'ai toujours un petit truc que je vais essayer d'aller faire, notamment avancer sur les réseaux sociaux, qui est très chronophage. Donc, essayer de C'est faire un clair. post ou deux. C'est hyper difficile. J'arrive pas à planifier un mois de post Mm. aujourd'hui sur Sport and Green. Donc, parce que c'est moi qui gère tout sur cette partie-là. Et j'essaye, mine de rien, sur les week-ends, de pouvoir avancer, mais il faut savoir couper. À ce moment-là, le week-end, soit je pars en week-end, soit je coupe complètement. Ouais. Mais c'est important. D'ailleurs, je me fais pas mal rappeler à l'ordre pour arrêter à un moment donné, parce que sinon, je suis capable de pas m'arrêter. Ouais, c'est Laurie, c'est ça qui te dit stop, reviens avec nous. Alors après, bien sûr, c'est un vrai pilier, hein, Ouais. Laurie, et heureusement qu'elle est là. Parce que forcément, elle permet d'ouvrir les yeux, de prendre du recul sur le projet, et c'est important, hein, c'est une chance de pouvoir avoir un pilier au quotidien. Donc, Mm. sinon, si j'étais célibataire, je pense que je serais un geek, hein. Ouais. Ouais, ouais, je comprends complètement. Je reviens juste sur la fin de ta journée. Quand tu reviens chez toi, est-ce que tu as des routines particulières avant de ton coucher ou comment ça se passe? Alors Parce que bien aujourd'hui, dormir, c'est important. ouais, non, mais c'est important. Le sommeil, c'est quand même la clé pour pouvoir tenir. Ouais, Moi, j'ai tendance à quand même dormir mes 8 heures par nuit. ouais, Et donc, le soir, c'est toujours un peu d'ailleurs très rythmé, avec les filles qui rentrent de l'école et qui vont directement au bain pour se calmer. Nous, ça nous fait un temps calme aussi, entre 6h30 et 7h30, où ouais. derrière, on prépare le repas. En général, un repas d'ailleurs plutôt léger. Là, en plus, on rentre dans la période hivernale où on adore faire des bonnes petites soupes de légumes, avec un petit pain, un peu de fromage quand même pour se faire plaisir, même si dans la volonté de Sport and Green, et de proposer d'ailleurs du régime anti-inflammatoire, tout ce qui est produits laitiers et fromage n'est pas le plus recommandé, mais j'en Mm. reparlerai après.
Ouais. Là, donc c'est ce qu'on va faire là en ce moment. Et en fait, quand on a couché les filles, donc il y a le rituel de la petite histoire dans le lit avec les deux, où bah, je fais ma petite histoire en anglais. Ok. Donc, faut savoir du coup que voilà, mon papa est anglais, donc j'essaye de maintenir ça un maximum avec mes filles. Et ensuite, bah, clairement, le soir, j'ai plus l'énergie pour travailler. Ce qui Hmm. pourrait être le cas, hein, si vraiment, et j'aurais des tâches, j'ai une to-do qui est encore énorme, Infinite Game. Hein. qui est infinie en fait. Mais Ouais. clairement, en fait, à 22h, c'est là où on est du coup, 21h30, 22h, on a couché les filles et tout ça, et donc on est libre, et on se Ouais. pose pour la première, c'est le moment où on peut se poser, et plutôt que de faire 22h minuit à faire une tâche en plus, Hmm. clairement, on se fait un Netflix Hmm. où on suit pas mal les différentes séries qu'il y a sur Netflix avec ma femme, et c'est un rituel qu'on apprécie énormément, euh, Hmm. et donc un moment privilégié d'ailleurs avec elle, et qu'on conserve Ouais. un maximum. Donc ça, clairement, difficile de l'enlever parce que ça nous fait tellement de bien, et derrière on s'endort, et puis c'est reparti pour une nouvelle journée. Ouais. Au top. C'est important d'avoir des moments pour soi individuellement, des moments à deux, des moments avec les filles, en l'occurrence pour toi. C'est important de privilégier ça aussi dans sa journée. Super. Je te propose qu'on parte sur Sport and Green. Qu'est-ce que Sport and Green? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que vous y faites? Et à qui c'est destiné? Pourquoi? Comment? Voilà, je te laisse la main. Dis-nous tout. Ça marche. Alors, Sport and Green a pour ambition de devenir la pharmacie naturelle du sportif. Pour donner un peu de contexte avant du pourquoi, le problème auquel on veut répondre, c'est donc la gestion de la douleur et des inflammations au quotidien. Quelques chiffres, il y a une personne sur deux aujourd'hui qui vont voir le médecin pour un problème de douleur. Il y a Mhm. 2 patients sur 3 qui sortent de leur traitement sans avoir répondu à ce problème de douleur. Deux. Putain, c'est énorme. 2 sur 2 3. sur 3. Waouh. Quand on regarde le marché aujourd'hui des anti-inflammatoires, qui est aujourd'hui la conséquence de cette gestion de la douleur, c'est cette surconsommation des médicaments. Par exemple, le paracétamol. Il y a 500 Mhm. millions de boîtes de paracétamol vendues par an en France. C'est juste incroyable. Avec tous les déchets derrière de produits pharmaceutiques qui en découlent, il y a près de 15 000 tonnes par an de déchets qui ensuite vont polluer évidemment les rivières. Ça, c'est un grand sujet. Mhm. Et quand on regarde l'aspect sportif, on a un sportif sur 3 qui est en surconsommation des antidouleurs. Waouh. Énorme Euh, aussi. L'origine du projet, elle vient de mon propre vécu en tant qu'athlète, donc au travers de ces 15 années dans le sport, durant lesquelles j'ai évidemment eu tout un tas de pépins, donc hernie discale pour la principale, mais des tendinites, des déchirures, des élongations, tout ce type de traitement autour de ces douleurs finissent par de l'anti-inflammatoire, de l'antidouleur. J'étais Ok. jusqu'à 2 prises de cachet par jour pendant près de 5 à 6 mois durant ces périodes de compétition. Mhm. Et récemment, il y a d'ailleurs eu une enquête sur le journal L'Équipe qui donc témoigne donc les grands athlètes, des grands tennisman, André Agassi, je pense à Kevin Mayer aussi qui parle Ouais. du sujet des antidouleurs dans le sport, et qui est un vrai fléau dont on parle beaucoup trop peu, malgré les encadrements de staff médical qu'on a qui sont de plus en plus avancés et performants. Ça reste aujourd'hui un problème. Et donc c'est face à ça que j'ai voulu trouver des alternatives et créer Sport and Green. Donc les alternatives qu'on développe aujourd'hui, c'est donc au travers de l'alimentation et de soins naturels. Nice. Euh, Évidemment, pour développer cette solution, cette alternative, je me suis entouré donc d'une équipe, donc à savoir mon associé Raphaël Girardin, qui est ingénieur agronome, Mhm. mais surtout, j'ai constitué donc un conseil scientifique
sportif et médical, dans lequel donc j'ai mon médecin traitant de l'époque du sport qui est donc le docteur Ledoux Michel, que je salue. On a donc Pauline Bastide sur la partie diététique qui nous a accompagnés au début, et Kevin Caillot, donc que j'ai rencontré chez Kinvent, qui est docteur en sciences de la santé et en biologie cellulaire, avec un background en nutrition incroyable, et qui va nous aider du coup au travers de cette offre alimentaire et de soins naturels à sélectionner et à sourcer nos produits. Et on va avoir ensuite dans ce conseil des sportifs, notamment Luka Karabatic, qui aujourd'hui suit notre projet de très près et donc nous donne son retour du terrain encore aujourd'hui, parce qu'il est actuellement capitaine du PSG, de l'équipe de France de handball. Il traverse toujours des top 1 assez régulièrement, donc il nous fait ses retours et donc grâce à cette équipe, on va pouvoir donc développer une solution donc 100% naturelle et durable par l'alimentation et le soin. Yes, moi, ça me semble relativement clair. On va arriver un peu plus en profondeur juste après, mais ce comité scientifique est important pour toi, ouais. C'est pourquoi et puis comment ça s'organise? Vous voyez régulièrement? C'est que tout le monde se voit en même temps? Comment ça se passe de ton côté? Alors, c'est hyper important d'être backé, d'être appuyé, validé scientifiquement. Déjà par crédibilité, évidemment, c'est pas moi, Edouard, ancien sportif de haut niveau, qui va arriver et dire que l'alimentation va t'aider à soulager et apaiser tes douleurs. C'est compliqué. Donc, sauf si tu avais le diplôme, ouais, c'est complexe. Surtout, voilà, en France, on a besoin aujourd'hui de valider par un diplôme son expertise. Ouais. Donc culturellement déjà c'est très très important. Donc l'équipe aujourd'hui, on va la consulter évidemment pour avoir leur retour régulier et avoir leur validation. Et d'ailleurs là, la personne clé qui nous manquait, c'était sur la partie kiné, préparation physique. Et donc on va intégrer Denis Gervois, qui est un préparateur physique que j'ai eu quand j'étais tout jeune au Krebs de Wattignies. Et qui aujourd'hui est dans le Nord, donc un bon vieux nordiste, et toute la bonne vibes qu'il amène aussi. Ouais, bien sûr. Ah pardon. Et donc Denis qui est donc kiné ostéo et préparateur physique et surtout à l'ADN Sport and Green, parce que il est fan de cuisine saine, et a intégré cette philosophie dans son hygiène de vie. Donc, il va énormément nous aider sur le développement de notre offre globale, parce qu'on est sur une solution globale, holistique, par l'alimentation et le soin. Donc, évidemment, validé scientifiquement. Yes. Donc alimentation, soins. Tu peux nous en dire un peu plus? L'alimentation, je vois, donc d'autant plus qu'il y a une nouvelle offre là qui va bientôt arriver. Donc il y a des compléments, c'est ça, alimentaires d'un côté. Il va y avoir demain des plats healthy food qui vont être mis en place. C'est ça sur la partie ou le volet alimentation? Exactement. Donc d'ailleurs il y a un dicton important qu'on aime bien rappeler, qui est par Hippocrate. Donc, un médecin grec de l'Antiquité, qui a dit que l'alimentation soit ta première médecine. Et donc ça, c'est vraiment notre philosophie en développant des plats cuisinés qui vont corriger et prévenir de l'inflammation. Avec Kevin, d'ailleurs, on a vu que 90% de nos problèmes peuvent être résolus par une alimentation adaptée, que ce soit en termes d'ingrédients anti-inflammatoires, et surtout en termes de quantité. Il y a un sujet dont on parle peu dans la nutrition, c'est la dénutrition des sportifs. Ouais. De par la qualité des ingrédients et des aliments, par tout ce qui est transformé, évidemment, par tous les micronutriments qui sont beaucoup plus rares dans la manière dont on va cultiver ces différents aliments. Et ensuite, de par
cette conscience écologique aussi qu'on a, qui met une pression supplémentaire en fait en tant que sportif, à se dire, moi je suis sportif et j'ai des besoins beaucoup plus importants que tout le monde, 3 à 4 fois supérieurs qu'une personne sédentaire, avec ce qu'on appelle un NAP beaucoup plus élevé. Le NAP, c'est donc le niveau d'activité physique qui permet de calculer ensuite, en termes de calories, notre besoin par jour. Pour donner d'ailleurs des exemples sur ça, donc moi à l'époque, quand j'étais en pleine activité, j'étais autour de 5000 calories par jour. Nous, on va développer des plats qui vont aller jusqu'à 2500 calories jour. Donc c'est la moitié de ce que je faisais déjà. Et un cycliste sur le Tour de France, ça c'est juste incroyable, il est à 9000 calories par jour. Il fait 4000 calories pendant sa course, 5000 calories sur le vélo. Donc c'est vous dire déjà les volumes de nourriture à avoir, à gérer. Et tout ça, pour revenir sur la conscience écologique, c'est-à-dire qu'on est en train de changer notre manière de manger, notamment vis-à-vis de la protéine, avec les sujets qu'on retrouve derrière la viande rouge, le bœuf. Au-delà de l'aspect santé, il y a aussi cette conscience qui nous fait changer notre manière de manger, et du coup, on se retrouve en tant que sportif parfois à moins manger. Et donc voilà, donc c'est toutes ces problématiques auxquelles on va répondre avec nos plats cuisinés, et qu'on a construit justement pour s'adapter en fonction du niveau d'activité physique et notre besoin. Donc on va proposer donc des plats sous forme d'abonnement à la semaine, donc avec évidemment une option en flexitarien ou végétarien, avec 3 niveaux de calories disponibles dont j'ai évoqué tout à l'heure, donc 1500, 2000 ou 2500 calories, et sur lesquels on va rajouter des toppings anti-inflammatoires, soit à base d'oléagineux, d'oméga 3, donc ça va être au travers d'huile essentiellement, qu'on va ajouter en plus du plat cuisiné, de la recette qu'on aura quotidiennement. Et évidemment, l'idée, c'est pas de prendre juste un plat Sport & Green, c'est de le prendre sur une période donnée de 1 à 3 mois, si on veut vraiment en avoir les retours bénéfiques. D'accord. Sur ce volet alimentation, je vais sur un site internet, ou j'irai sur un site internet en particulier pour m'abonner. Est-ce que ça sera dans des, je sais pas, sur d'autres sites internet ou dans d'autres points de vente? Comment ça va se commercialiser? Alors le canal de commercialisation sera donc en ligne, donc via notre site internet, sur lequel on va pouvoir s'abonner à la semaine à notre offre. Donc ensuite, vous serez donc livré 2 fois par semaine, par les plats qui seront donc réalisés par nos chefs partenaires ici sur Montpellier pour démarrer. Donc on est en train de créer des partenariats avec des restaurateurs qui, sur leur temps creux, où la cuisine est fermée entre leurs services, vont produire nos plats en respectant notre cahier des charges. Donc vous aurez donc localement évidemment les partenaires disponibles et qui respectent le cahier des charges, qui est donc hyper important pour nous en termes de qualité des produits, donc le sourcing de leurs aliments, que ce soit donc évidemment des producteurs locaux, privilégiant des produits de saison, privilégiant des produits bio. Sur la manière dont on va cultiver, évidemment, ça va être très important. Et tout ça, évidemment, dans l'objectif anti-inflammatoire, donc qui est notre promesse au travers de notre programme alimentaire. Yes. Ok, on est vraiment dans le mood nutri-écologique que j'aime beaucoup, que j'affectionne en effet. Et c'est très malin, mine de rien, de proposer à des restaurateurs pendant les temps creux d'utiliser ce temps-là, d'autant plus que là aujourd'hui, on est au 1er décembre 2022 quand on fait ça. Il y a la crise, mine de rien, économique liée à l'énergie qui nous frappe. Et en fait, on se rend compte que les prix augmentent, l'électricité, et donc du coup la facture aussi de ces restaurateurs augmente, et le fait de pouvoir compenser avec justement
justement une vraie mission avec une entreprise comme Sport and Green permet de lisser peut-être un peu tout ça. Et moi, je parle côté parce que j'ai un papa qui est président de la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne, donc je prêche pour les artisans, restaurateurs et co. Mais je vois les deux pendant. Et je trouve ça très très smart de votre part d'avoir proposé ça et bravo pour tout ce volet. Donc alimentation, on est OK. De l'autre côté, tu parlais justement de l'aspect un peu plus physique. Qu'est-ce que vous faites exactement? Sur la partie physique, tu parles De l'ostéopathie, Alors, l'autre volet. sur cet aspect-là, pour le moment, l'idée que j'ai évidemment en tête, c'est vraiment de recommander aux personnes de se mettre à l'activité physique, de mettre en avant la pratique d'une activité physique. Et c'est pour ça aussi que je m'appuie sur un kiné ostéo et préparateur physique, dans le but de vraiment conseiller, d'offrir de la valeur autour de notre programme alimentaire et de soins naturels. Donc ça, c'est hyper important pour nous. L'ADN sportive, elle est au cœur de Sport and Green, et elle n'est pas uniquement pour le haut niveau. Et c'est plutôt une validation du sport de haut niveau et du vécu opérationnel d'un sportif, rendu ensuite accessible à tous. Et quand je dis à tous, c'est de la personne étudiante, 20 ans, qui a besoin de tout de suite être éduquée et prendre conscience de l'importance de se prendre en main rapidement, au plus tôt, jusqu'à la personne beaucoup plus âgée, jusqu'à plus de 60 ans, des personnes âgées qui veulent juste garder la forme et avoir une longévité, justement, en maintenant cette activité physique. Donc, nous, vraiment, c'est vraiment sur tout un scope très, très large qu'on veut s'adresser par la validation du haut niveau. D'accord. Et concrètement, ça va être des conseils via une newsletter, ça va être une application. Comment ça va se matérialiser? Alors, pour le moment, en effet, c'est une newsletter très classique, très simple, avec des livres blancs. De programmes que l'on va délivrer gratuitement. Donc là d'ailleurs, je suis en train de réfléchir sur comment traverser la période des fêtes pour en sortir avec le moins de, je dirais, de chamboulement, c'est-à-dire traverser correctement en termes de poids et de bien-être cette phase de repas bien riche autour de la table à Noël et pendant le Nouvel An. Donc je réfléchis à ça en ce moment. Donc voilà, ça va vraiment s'articuler de cette manière-là. Et l'offre dont on n'a pas encore parlé, c'est cette offre de soins naturels qui donc s'additionne à l'alimentation. Okay. Donc c'est l'offre qui est déjà développée actuellement depuis 1 an et est disponible sur notre site internet. Donc ce sont des soins naturels aujourd'hui composés de 2 ingrédients. Donc on a l'huile de cannabidiol et la phycocyanine, qui sont 2 actifs issus de plantes et d'algues qui ont deux bienfaits autour de l'inflammation. Donc ce sont des antioxydants hyper intéressants. Donc l'un beaucoup plutôt sur la relaxation, le relâchement musculaire, donc l'huile de cannabidiol, et la phycocyanine beaucoup plus sur le renfort immunitaire et l'énergie dans son quotidien. Et l'idée, c'est de développer cette gamme-là pour avoir une gamme complète qu'on va pouvoir proposer en fonction d'une problématique plus ciblée, si c'est un problème articulaire, digestif, de stress, de sommeil, et que l'on va donc que l'on va distribuer dans le réseau de la pharmacie. Et donc là, sur la fin de l'année, on est en train de rentrer dans les premières pharmacies sur Montpellier. Donc hyper important pour nous, parce que ce réseau de distribution pourra délivrer le conseil qui est nécessaire dans la prise de nos solutions. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai un gros travail de formation auprès des pharmaciens avec l'équipe pour pouvoir conseiller correctement lors de mini-consultations chez le pharmacien.
Ouais, c'est vrai qu'on y pense peu, mais le pharmacien a aussi un rôle de conseil et c'est pas juste un distributeur, c'est vraiment la personne en fonction de nos problématiques qui va nous aiguiller, nous proposer et normalement devrait nous expliquer deux, trois petites choses derrière nos problématiques. Exactement. Et moi, je le découvre, hein, le milieu de la pharmacie. Évidemment, j'ai des collègues pharmaciens que je connais bien, avec qui j'échange. La pharmacie avec qui on collabore pour le moment, elle nous aide à développer la gamme avec le retour de leurs patients. Donc là, le Ouais. positionnement qu'on est en train de prendre sur la partie pharma, c'est vraiment le post-opératoire et la rééducation. Donc, Ok. pour vraiment accompagner, suite à une blessure, cette reprise d'activité, c'est là où on va prendre le plus de médoc et d'anti-inf, c'est là où on va subir le plus de douleur. Donc nous, on veut vraiment proposer une gamme permettant de soulager cette douleur, de soulager et booster la cicatrisation Ok. dans cette phase-là. Et évidemment, appuyer sur du conseil du pharmacien qui va tendre de plus en plus vers des pratiques alternatives de médecine douce. On a des réseaux de pharmacies qui se développent. Je pense au réseau Anton et Willem qui sont spécialisés dans des alternatives naturelles, dans la naturopathie. Ça, c'est clairement D'accord. des réseaux dans lesquels on a besoin d'être présent. Et enfin, il y a quand même un sujet, et là je vais pas mettre ma langue dans ma poche, Ouais. concernant le conseil aujourd'hui en pharmacie, qui peut être malheureusement influencé par les incentives que reçoivent les pharmaciens par les gros labos pharmaceutiques. Et donc ça vient biaiser ce conseil parce que on est drivé par la commission qu'on va prendre sur notre médicament en tant que pharmacien. Et ça, je trouve ça juste aberrant. J'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat par rapport à ça parce que c'est un combat que je mène. Et donc aujourd'hui, je veux aussi souligner l'importance qu'on a chez Sport Green de conseiller de manière adaptée à sa problématique et aux patients. Ouais, non, mais je partage complètement et c'est vrai que chez Canopy on est vraiment dans dans ce mood et je serais content d'échanger avec toi un peu plus sur ce sujet et s'il faut monter au front de temps en temps tu seras pas tout seul. euh, ok, Sport Green, la pharmacie naturelle du sportif. Bon, en tout cas, on mettra tous les liens dans les notes du podcast pour aller voir tout ça et hâte de voir ça en pharmacie, hâte de goûter ces fameux plats pour qui sont quelque part comme des cures pour notre bien-être, nos défenses immunitaires, pour les problématiques de stress, de sommeil et co. Si je fais référence à ton site internet et les informations qui sont dessus. On arrive sur les dernières questions de l'épisode. Comment fais-tu, toi, pour être une meilleure version de toi-même ? Alors déjà, je me remets en question. Ouais. Ça, c'est, je pense, une des premières choses pour être une meilleure version de soi-même, c'est être capable d'accepter qu'on n'est pas assez bon sur certains points et de changer. Et je pense que ça demande une grosse qualité et une grosse prise de recul. Donc, et moi, Dieu sait que j'ai fait des erreurs. Je pense à toutes les mauvaises manières de partager, par exemple, pendant ma carrière sportive, mes choix dans la forme. J'ai jamais été très bon pour expliquer que j'arrêtais. Je pense à Youssef d'ailleurs, et là clairement c'est là où je dois m'améliorer encore aujourd'hui dans ma prise de choix en général quand je change de trajectoire. Donc oui, se remettre en question, donc pour être une meilleure version de moi-même, et ensuite écouter les feedbacks autour de soi, comprendre ce qu'on fait bien, ça c'est important, et le cultiver, et comprendre les aspects de développement. Donc j'aime beaucoup débriefer. D'ailleurs, c'est des petites méthodes que j'utilise même dans mon travail. C'est le débrief instantané après un meeting avec un membre de l'équipe, où la méthode elle est très simple. En gros, on débrief tous les deux, où il y en a un qui donc pose la question à celui qui a l'idée le rendez-vous en disant comment tu t'es senti,
Qu'est-ce que tu as fait de bien et qu'est-ce que tu penses pouvoir améliorer pour le prochain rendez-vous? Et ça, c'est constamment mis en place et c'est une routine de développement personnel qu'on a en tout cas dans la méthode que j'ai quand je travaille. Et évidemment, ensuite, bah, c'est s'enrichir, se former. Se former, je pense que c'est la clé. Pas avoir peur d'investir dans sa formation, investir dans des livres, dans toutes les compétences qu'on rêverait d'avoir, bah, aller mettre les mains dedans, être autodidacte là-dessus. Et surtout aussi observer les autres. Le mimétisme, c'est juste incroyablement puissant. Quel que soit le domaine, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le sport, en fait, plus tu te mets à côté des gens qui sont bons, bah, mine de rien, c'est contagieux. Et tu deviens bon en t'inspirant de ces gens-là. Ouais, mais je valide à 100% et c'est important de s'inspirer. On a des bouquins, on a YouTube, tu vois, typiquement, il y a plein de choses dessus qu'on peut capter. Il y a les formations en présentiel, en ligne, le fait d'échanger avec des pairs également, ça nous fait progresser et ça, c'est hyper important. Une personne qui t'inspire, Edouard? J'ai énormément de personnes évidemment qui m'inspirent. En tout cas, si je parle de mes proches, je suis évidemment inspiré par la carrière de Luka Karabatic, qui est un modèle dans sa gestion de carrière, dans son switch d'ailleurs de sport à 19 ans. Il faut savoir que Luka faisait du tennis à haut niveau. Ok. Et que c'est là où on s'est rencontrés à Montpellier, où je suis arrivé à Montpellier, j'étais en chambre avec lui à 16 ans, et il était tennisman. Et à 19 ans, il a pris la décision de basculer au handball et rejoindre son frère, qui était déjà une star. Et aujourd'hui, il est champion olympique, il est champion du monde, il est champion d'Europe. Respect. Donc, inspirant. Donc, Luka, et ben, j'en ai parlé déjà dans ce podcast, Benjamin Lang. Très inspirant professionnellement parlant. C'est aussi un bel athlète, évidemment. Donc voilà, c'est deux personnes dans mon réseau proche qui sont deux sportifs finalement, qui m'inspirent de par leur parcours. Yes. As-tu un gris-gris, une croyance qui toi te permettent de passer les étapes un peu moins sympas plus facilement? Alors justement, c'est pas un gris-gris, mais c'est une habitude dans l'année qui me permet incroyablement de prendre du recul, c'est la montagne. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment pour moi ma source de bien-être, de retour aussi au calme. Par rapport au brouhaha du quotidien, alors la vie active en fait, et me retrouver en fait dans la nature, parce que finalement c'est ça, c'est la nature en général. Là, moi, c'est la montagne, mais ça pourrait être au bord de la mer. C'est le moment où je me retrouve seul aussi. Donc c'est important de se retrouver face à soi-même et être loin de tout ça. Et donc moi, ce moment-là, il est privilégié. Et je le garde régulièrement dans les moments difficiles parce que c'est ce qui me permet de vraiment souffler, de reprendre goût à ce qui est vraiment important. On oublie vite ce qui est vraiment important. Donc pour nous, on n'a qu'une vie, ça c'est évidemment répété, mais on l'oublie ça. Et c'est pour ça qu'il faut croquer la vie vraiment à pleines dents et parfois se retrouver pour juste savourer en fait ces moments entre nous, avec les personnes qu'on aime. Bah ça permet de se dire bon bah en fait j'ai pas de tracas, tout va bien. Ouais, croquer la vie à pleines dents, ça parle, ouais. Si on veut te joindre et si tu nous autorises à te joindre, comment on peut le faire? Alors, on peut me joindre sur LinkedIn, où je suis très accessible, évidemment. Ensuite, on peut également me solliciter via les réseaux Sport and Green sur Instagram, parce que c'est moi qui suis derrière
le community manager. Donc, vous pouvez rapidement m'avoir à ce moment-là. Et puis, je suis hyper accessible de toute façon. Je donne facilement mon numéro de téléphone. Donc, je peux même facilement me déplacer pour un café. Ça, c'est avec grand plaisir. Donc, mais je dirais LinkedIn pour faire plus large et plus rapide. Ok, top. On mettra tous les liens dans les notes du podcast. J'éviterai de mettre ton numéro de téléphone quand même. on va passer par LinkedIn avant ou Insta. Ça marche. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs, Edouard ? Je voudrais les remercier d'avoir écouté ce podcast jusque-là et vraiment les pousser à croire leurs rêves, à prendre du plaisir dans ce qu'ils font au quotidien, à trouver leur équilibre. Et il n'y a qu'eux qui vont pouvoir trouver leur propre équilibre. C'est chacun est différent là-dessus. Et voilà, donc de profiter pleinement de leurs activités professionnelles et de leur vie privée. Ok. Ben moi, c'est moi qui te remercie. Maintenant, merci infiniment, Edouard, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci d'avoir partagé ton histoire d'homme, de papa, de mari, de sportif de haut niveau à l'entrepreneur que tu es et la mission que tu portes avec Sport & Green. En tout cas, hâte de pouvoir échanger un peu plus sur les différentes étapes qui vont arriver pour toi et ton équipe. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, des merci à vous. De belles choses arrivent dans les prochaines semaines, de nouveaux invités tout aussi passionnants qu'Edouard. Alors plus qu'une chose à faire, passer à l'action, mine de rien. C'est bien beau d'écouter, c'est bien beau d'avoir des informations précieuses, mais le mieux quand même, c'est de passer à l'action et de tester pour voir si ça fonctionne pour nous. Merci à toutes et à tous, belle journée, belle soirée et à très très vite sur Génération Canopée. Ciao ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.